Bonjour tout le monde. Bienvenue au webinaire Les principes de base du voyageur. Je m'appelle Ariane Méthode, je suis la coordonnatrice de la Fondation Tourisme Jeunesse. Donc, qu'est-ce que c'est la FTJ? C'est un organisme de bienfaisance basé à Montréal qui fait la promotion du voyage comme un outil de développement personnel et professionnel pour les jeunes Canadiens. Donc, on fait ça de plusieurs manières. Tout d'abord, on offre des bourses, donc du soutien financier pour les voyageurs autonomes ou en groupe, mais également, on offre des ressources éducatives, donc des guides voyage, un blog et des événements comme ce webinaire-là. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? Les principes de base du voyageur. En fait, l'idée, c'est un peu d'avoir une conversation, donc une réflexion tous ensemble sur qu'est-ce que ça implique d'être un voyageur? Est-ce qu'on a des responsabilités? Est-ce qu'il y a des erreurs qu'on commet parfois? Est-ce qu'il y a une éthique entourant la culture du voyageur? Et parlant de culture, donc je vais dire un petit mot là-dessus. Donc, c'est un concept qui est un peu vague, un peu difficile peut-être parfois à saisir. Qu'est-ce que c'est la culture? C'est qu'il y a plusieurs niveaux. Donc, nous, on a notre culture personnelle, il y a la culture familiale, il y a la culture sociale, la culture générale. Donc, c'est pour ça que c'est un peu difficile à quantifier parce que ça varie d'un individu à un autre. Mais disons juste que de manière générale, dans l'univers du voyage, quand on parle de la culture, on parle de l'ensemble des caractéristiques qui vont définir de manière plus ou moins homogène les habitants d'une région. Donc, ça englobe plusieurs facteurs. Ça peut englober, par exemple, la langue qui est parlée, la religion qui est pratiquée, la place de l'art dans la société, donc les formes d'art traditionnelles qui sont pratiquées, les aliments qui sont mangés au quotidien dans les plats traditionnels. Ça peut être aussi un peu plus profond, donc par exemple les conditions d'hygiène, les conditions de vie, la manière dont on éduque les enfants, la manière dont on traite les personnes âgées. Donc c'est vraiment un ensemble de facteurs, de traits caractéristiques qui est large et avec lesquels on va interagir. Donc, nous, on amène notre propre culture et les endroits qu'on visite ont également une culture. Donc, qu'est-ce que ça implique en tant que voyageur de vivre cette confrontation des cultures-là? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et pour ce faire, donc, j'ai fait appel à un grand voyageur. Donc, il est chroniqueur voyage et auteur du blog Le Bourlingard, Jonathan Custeau. Bonjour, Jonathan. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Oui, alors parle-nous un peu de toi, de ton travail, de ton style de voyage. Donc, en fait, moi, je suis journaliste pour la Tribune à Sherbrooke. J'ai aussi une chronique voyage dans les quotidiens du groupe Capital Média, donc Le Soleil, La Voix de l'Est à Granby, le quotidien à Saguenay. Et je voyage pour le plaisir et aussi pour le travail maintenant. Il y a quelques années, j'ai réalisé que j'aurais pas assez de temps pour voir tout ce que je veux voir dans le monde si je prenais seulement mes vacances annuelles. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un sans solde, je suis parti faire le tour du monde et en revenant, contrairement à ce que je pensais au point de départ, en me disant j'aurais plus besoin de voyager parce que j'aurais vu ce que je voulais, j'ai attrapé une piqûre et j'ai besoin de voyager encore plus. Donc, je pars entre 6 et 7 fois par année. La plupart du temps, en voyage solo, tout seul, sans trop de planification et je découvre des pays un peu partout, sur tous les continents. Donc, maintenant, j'ai visité plus d'une soixantaine de pays puis j'ai l'intention de continuer. Pas pour une course au pays, mais parce qu'il y a tellement de différences. On parle de culture, on parle de patrimoine mondial. Donc, j'ai envie de voir et de constater ce qui se fait ailleurs. Oui, puis c'est bien que tu aies la chance et que tu donnes la chance aux gens également de visiter à travers tes chroniques puis ton blog. Donc, tu fais d'une pierre deux coups. Oui, c'est ça. Je jumelle deux passions qui sont l'écriture et le voyage. Ça me permet de raconter ce qu'on vit ailleurs. Parfois, les petites mésaventures, parfois des trucs qu'on n'avait pas anticipés et parfois des grands bonheurs qu'on découvre par surprise. Super. Donc, avant de se lancer dans le vif du sujet, je vais présenter notre modératrice pour la session, Marie-Gilles Fabrice, qui est coordonnatrice marketing chez Hustling International Canada. Salut Marie-Gilles. Allô, Comment ça va? ça va bien toi? Oui, merci. Parle-nous un peu de HI Canada et de toi. Oui, donc Hustling International Canada, c'est une organisation à but non lucratif qui fait partie du plus grand réseau d'auberges de jeunesse au monde. Donc globalement, il y a plus de 3300 auberges dans 64 pays. Puis au Canada, on en compte 54, donc vraiment d'un océan à l'autre.
Puis notre mission, c'est de vraiment bâtir une communauté de voyageurs conscients qui partagent une plus grande compréhension des peuples, des lieux et des cultures. Donc, c'est ça. Et tu es toi-même aussi une grande voyageuse, donc tu travailles dans plusieurs pays, alors tu as trouvé un emploi qui convient bien à ton profil de voyageuse. Oui, absolument. Je travaille vraiment dans ce qui me passionne. Ça permet de garder cette petite adrénaline du voyage-là au quotidien. Bon, super. Et moi, je me suis présentée rapidement. Donc, je suis la coordonnatrice de la FTJ, Ariane. Donc, ça fait 2 ans que j'occupe cet emploi-là. Et j'ai moi-même aussi voyagé et travaillé dans plusieurs organismes de manière professionnelle et bénévole dans le milieu du tourisme. Donc, c'est nous qui allons animer la session aujourd'hui. Marie-Gilles, peux-tu nous expliquer comment va fonctionner un peu les interactions? Donc, si les gens ont des questions, des commentaires, comment ça se passe? Oui, donc en bas à droite complètement de votre écran, vous avez la partie chat. Donc, n'hésitez pas tout au long du webinaire à écrire vos questions, vos commentaires, puis on va les adresser à la toute fin dans la partie questions dans le fond du webinaire. Et si vous nous suivez sur Facebook, vous pouvez l'inscrire en dessous du vidéo en direct ou dans la discussion, puis je vais regarder là à la fin aussi pour qu'on puisse y répondre. Super, merci. Alors, on te revoit à la fin de la session. Et nous, Jonathan, on commence la portion entrevue. Alors, ma première question, en fait, il va y avoir 3 différentes sections au webinaire. Donc, la première, c'est par rapport aux cultures et aux traditions. Alors, ma première question, donc, dans plusieurs pays, il y a des cérémonies traditionnelles ou des festivités culturelles qui sont très populaires auprès de la communauté des voyageurs. Donc, il y a par exemple le festival Holi en Inde, le Jour des morts au Mexique, Saint-Firmin en Espagne, Songkran en Thaïlande. Donc, il y a plusieurs exemples de festivals où les voyageurs, les gens de l'externe aiment prendre part. Est-ce que selon toi, c'est correct en tant que voyageur, en tant que visiteur, de s'immiscer dans ces festivités traditionnelles? Ben, j'ai l'impression que c'est pas un gros problème quand ce sont des événements qui sont festifs, qui sont de nature positive. On peut penser à ce qu'on va vivre ici au Québec, au Canada, par exemple, la fête de la Saint-Jean-Baptiste, ou aller à la cabane à sucre en famille. C'est sûr que ça va nous faire plaisir d'inviter des étrangers, des touristes qui vont venir à participer à ces événements-là. Et je pense que dans des endroits comme en Inde ou le festival Holi, je pense que ça leur fait plaisir d'accueillir des touristes et de les intégrer, de le voir leur visage quand ils vont s'asperger de couleurs. J'ai vécu le festival du cerf-volant en Inde et j'avais été invité par mon chauffeur de rickshaw à monter sur le toit de sa maison à faire voler les cerfs-volants. Et tous les voisins, là, pour eux, c'était une célébration de voir qu'il y avait un étranger sur le toit qui faisait voler un cerf-volant. Donc, je ne pense pas que c'est un gros problème quand ce sont des festivités joyeuses. Mais je pense que ce qui est nécessaire, c'est aussi de s'informer avant de partir pour voir s'il y a des traditions à respecter, s'il y a un code vestimentaire, pour ne pas créer d'impair. On parlait du Songkran tout à l'heure. Ben c'est une fête où on s'asperge d'eau. Peut-être que si on a des vêtements qui deviennent transparents, ça peut être un problème. Ça a l'air tout simple, mais il y a certaines cultures où ça peut être très mal vu. Et quand on pense, par exemple, au Dia de los Muertos au Mexique, quand c'est une célébration, une festivité, c'est pas un problème. Si on veut s'intégrer à une famille, peut-être qu'il faut demander avant, peut-être qu'il faut avoir une invitation. Mais je sais que j'ai parlé avec des Mexicains récemment qui me disaient que le film Coco a attiré beaucoup d'attention, le film de Disney, Disney ou Pixar, faut pas que je me trompe, Coco a attiré l'attention sur cette tradition-là. Et on n'avait peut-être pas réalisé à quel point ça peut être un intérêt pour les touristes. Et là, ben, tout est une question de dosage et de respect pour s'assurer de ne pas s'immiscer dans quelque chose qui ne nous appartient pas. Mais règle générale, là, on peut toujours y participer. Et peut-être que le dernier exemple que je pourrais donner, c'est le sabbat en Israël où j'étais récemment. On va célébrer le sabbat le vendredi soir au mur des lamentations à Jérusalem. Et à ce moment-là, on accepte que les touristes soient là, mais on préfère qu'il n'y ait pas de photos qui soient prises. Alors, c'est bien de découvrir comment ça se passe, mais parfois, peut-être de se garder une petite retenue en matière de photos ou d'interaction un peu trop extravagante.
Donc, l'idée, si je comprends bien, en fait, c'est de se renseigner avant sur la nature du festival, des festivités auxquelles on veut participer pour être sûr d'y aller dans le bon état d'esprit, c'est ça? Ça serait ma recommandation. Puis c'est vrai pour à peu près tout quand on voyage, s'informer avant, c'est souvent la clé pour être sûr de ne pas commettre d'impair puis de ne pas se mettre dans des positions un peu inconfortables. Tout à fait d'accord. Donc, un peu dans un même ordre d'idées, les voyageurs, on aime beaucoup ça, visiter des sites religieux, des temples, pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'on a l'impression de vraiment s'immerger dans la culture locale, mais aussi parce que c'est vraiment des chefs-d'œuvre en termes d'architecture. Donc, est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est limite, disons, de visiter un site religieux, même si on ne s'identifie pas forcément à la religion que ça représente? Ben, moi, je pense encore une fois que oui, ça va si on va les visiter tout en faisant preuve de respect. C'est pas parce qu'on visite un site qui n'est pas de notre religion qu'on doit adhérer à cette religion-là ou qu'on leur manque de respect. C'est sûr que si on nous invite à quitter, c'est préférable de respecter cette demande-là. Il y a des mosquées, par exemple, qui sont devenues très populaires auprès des touristes et où on préfère ne pas les voir entrer. À partir du moment où on nous dit que les touristes ne sont pas admis, ben, c'est bien de respecter cette demande-là. En même temps, d'un principe, quand on parle du principe religieux où la plupart des religions font de l'acceptation, euh, ça me semble logique aussi qu'on accepte tout le monde à l'intérieur de ces temples-là pour montrer comment les traditions se déroulent. Bien sûr, il y a des règles à respecter. Par exemple, en Asie, on va nous demander de porter des vêtements qui vont couvrir les genoux, qui vont couvrir les épaules. Euh, Parfois, c'est dirigé vers les femmes, parfois, c'est dirigé vers l'ensemble de la population. Il ne faut pas se sentir gêné de porter ces vêtements-là qu'on nous demande de porter pour respecter la culture locale et respecter les traditions. Et si on a l'impression qu'on s'immisce dans une célébration, peut-être qu'on est mieux de revenir plus tard. C'est sûr que d'arriver en plein milieu d'un mariage ou d'une funéraille, c'est peut-être pas le bon moment. Mais sinon, en général, c'est assez bien accepté. Et même qu'on va nous inviter parfois à y aller et on va nous montrer c'est quoi les traditions. Ça m'est arrivé au Japon où on m'a dit on va te montrer comment prier ou rendre hommage aux morts dans le temple. Et à ce moment-là, comme je suis invité à le faire par quelqu'un qui est de la population locale, ben, je pense pas que c'est un problème. Tout à fait. Donc, encore une fois, l'idée, c'est un peu d'agir avec délicatesse puis de se préparer pour connaître un peu les règles de conduite. Tu parlais justement en matière d'habillement. Euh, Ça m'amène bien à ma prochaine question. Parfois, on peut faire un faux pas en imposant un peu sa propre culture, si on veut. Donc, que ce soit de pas être habillé de manière appropriée pour l'endroit où on se trouve. Nous, on vient d'une culture assez libérale. Mais c'est pas comme ça partout. Donc, parfois, on peut, par exemple, avoir les épaules dénudées, les genoux dénudés ou la tête dans des endroits plus conservateurs. Ou parfois, c'est même carrément notre façon d'être qui peut être inappropriée, souvent de manière complètement involontaire. Mais par exemple, on peut faire preuve de marque d'affection en public alors que c'est pas approprié. Soutenir le regard des gens. Porter les mains à sa bouche ou toucher des objets avec la main gauche dans les endroits où il n'y a pas forcément de système de toilette hygiénique. Donc, il y a toutes sortes de petites règles de conduite à prendre en considération parfois à l'étranger. Est-ce que selon toi, en tant que voyageur, c'est correct qu'on demeure des ambassadeurs de notre propre culture, peu importe où on se trouve, ou est-ce qu'on a un peu le devoir de s'adapter à la culture locale quand on visite un autre pays? Ben, je pense qu'il y a un peu un mélange des deux parce que on reste nous-mêmes partout où on va à travers le monde. On reste, dans notre cas, des Canadiens. Alors, on ne peut pas devenir un Indien ou un Japonais juste parce qu'on est dans un autre pays et on va en faire des erreurs, ça c'est certain, parce qu'on ne peut pas connaître toutes les subtilités d'endroits qu'on visite. Par contre, ça ne coûte pas très cher de faire attention et d'être prudent. Et parfois, de passer inaperçu ou de s'adapter à la culture locale, ben, c'est une façon aussi de pouvoir assister à des événements auxquels on n'aurait pas accès autrement. C'est une façon de montrer un respect aussi, et on peut s'excuser si quelqu'un nous dit qu'on ne fait pas les choses comme il faut. Par exemple, là, il y a des pays musulmans où on demande aux femmes de se couvrir la tête. Euh, j'ai vu les deux possibilités. Il y a des gens qui refusent de le faire parce qu'ils disent chez nous, c'est pas comme ça, et qui peuvent être très bien acceptés. Les gens qu'on visite vont comprendre que chez nous, c'est pas comme ça, qu'on pratique pas cette religion-là.
Par contre, ça peut nous éviter des problèmes aussi. J'ai entendu, bon, je suis journaliste dans la vie, donc j'ai entendu des journalistes qui se sont rendus dans des pays du Moyen-Orient et qui se sont dit c'est beaucoup plus facile pour une femme journaliste là-bas peut-être de se promener, de se couvrir pour obtenir les informations qu'elle veut. Et elle attire moins l'attention sur qui elle est, mais bien sur ce qu'elle veut faire ou ce qu'elle veut dire. Alors, c'est une question de voir comment les autres vont réagir, mais il faut se rappeler que quand on visite un autre pays, on n'est pas chez nous. Et peut-être que notre façon de fonctionner, ben, elle nous appartient qu'à nous. Et il y a des gestes qui vont être beaucoup moins insultants que d'autres. Donc, je pense pas qu'on voyage pour éduquer les gens dans le pays où on se rend. Je pense pas qu'on va là pour leur dire chez nous, on fait ça comme ça et c'est la meilleure façon. On se rend compte que pourquoi notre façon à nous serait la meilleure alors que la majorité des gens n'agissent pas comme ça ailleurs. L'autre exemple que je peux donner, c'est le port du maillot de bain. Dans un pays comme l'Inde, bon, les femmes qui voyagent en Inde vont peut-être sentir les regards persistants des jeunes garçons qui vivent là-bas parce qu'ils n'ont pas l'habitude nécessairement de voir des femmes en bikini. Et ça, ben, ça reste au choix parce que si on veut s'éviter ces regards-là, ben, peut-être qu'on va adapter notre habillement. Puis en même temps, on se dit, ben, pourquoi j'aurais pas le droit de porter mon maillot de bain? Alors, ça devient une question de confort aussi. Et parfois, d'être plus discret, ça nous amène un meilleur confort et une plus grande sécurité. Donc, il faut savoir doser et parfois, pour moi en tout cas, j'essaie de me fondre un peu plus à la masse. Et quand c'est pas tellement compliqué d'appliquer les traditions locales, ben, j'essaie de m'y adapter aussi. Tu parles d'adaptation. La ligne peut être un peu mince parfois entre l'adaptation et l'appropriation culturelle. Est-ce qu'il y a une limite, selon toi, à ce qui est, comment dire, une limite à quel point on peut imiter la culture dans laquelle on est? Donc, que ce soit d'aller dans les mêmes restaurants que les gens, que ce soit de prendre les mêmes modes de transport. Donc, jusqu'à quel point est-ce qu'on peut s'adapter sans exagérer, disons. Bien, effectivement, il y a des gestes qui sont réservés à la population locale ou à certaines traditions. Ça, c'est important souvent d'en être conscient ou d'être informé ou si on essaie de les poser, bien, on va peut-être se faire prévenir qu'il ne faut pas agir de cette façon-là. Si je veux illustrer par un exemple, quand moi je me suis rendu en Jordanie, il y a des espèces de foulards dont on sert pour faire des turbans et on m'a indiqué que la couleur du turban change d'un pays à l'autre ou d'une culture à l'autre ou d'une confession religieuse à une autre. Donc, il faut peut-être, dans ce cas-là, je ne pense pas que ça posait un problème. Je ne pense pas qu'on en aurait voulu de choisir une couleur différente, mais en même temps, je suis allé pour la couleur locale parce que c'est ça qu'on porte dans ce pays-là. Et si je choisissais une autre couleur, ben, c'était le pays voisin. Dans ce cas-ci, c'est un détail, mais il y a peut-être des vêtements ou des gestes à poser qui se posent seulement pour la population locale. Par exemple, si on assiste à un mariage dans une autre culture, ben, il y a peut-être des interventions auprès des mariés qui sont réservées pour les aînés, pour les parents des mariés. Alors, si on veut faire comme tout le monde, ben, peut-être qu'on va commettre un impair. Alors, c'est important de s'informer. Ça revient à nouveau à ça. Et je pense que oui, ça arrive qu'on va exagérer en voulant porter des costumes traditionnels et on les porte au mauvais moment, au mauvais endroit. Mais on parlait du transport. Moi, je suis un adepte du transport local la plupart du temps. Ça coûte moins cher et aussi, ben, ça nous permet de faire des rencontres. Là où j'ai un malaise parfois, c'est que si on veut se rendre en Afrique, par exemple, où on utilise le matatu, qui est une espèce de minivan où on remplit de passagers et une fois que la mini-fourgonnette est pleine, on va partir. On va souvent essayer de nous réserver les meilleurs sièges, on va nous faire asseoir à l'avant. Et ça peut choquer certaines personnes. Il y en a qui vont le faire d'emblée, qui vont dire, ben, toi, tu es un invité dans mon pays, je veux que tu sois confortable. Et il y en a d'autres que ça peut choquer. Donc, si ça ne nous dérange pas, on peut tout simplement s'intégrer à la population locale, mais ça peut amener des railleries aussi, il faut en être conscient. Ouais, on peut aussi, ça peut avoir l'effet contraire. Alors moi, justement, au Mali, en Afrique de l'Ouest, dans une petite minivan comme ça, je me suis retrouvée 100% immergée dans la culture locale, puis dans l'arrière de la fourgonnette, on m'a mis un bébé, puis des poulets sur les genoux. Donc, il n'y avait pas de traitement de faveur du tout, là. C'était vraiment le transport local. Mais en même temps,
c'est ça. Moi, je trouve que c'est les plus belles expériences. On vit vraiment les saveurs locales, donc c'est parfois inconfortable pour nous. Ok, j'ai pas envie de voyager avec une poule sur les genoux et du poisson cru partout alentour dans des barils, mais c'est pour ça qu'on voyage un peu aussi, c'est pour vraiment découvrir comment ça se passe à l'étranger. Donc, Ben, effectivement, ça nous donne accès à des moments qu'on verrait pas autrement, parce que c'est sûr que si on s'embauche un chauffeur privé ou qu'on prend l'autobus pour touristes avec l'air conditionné, on n'aura pas accès à ces gens-là qui n'ont pas les moyens, qui ne voyagent pas comme ça de toute façon, et on passera peut-être pas par les petits villages où ces moyens de transport-là vont s'arrêter, et peut-être qu'on va décider de descendre en chemin et de visiter un nouveau village. Donc, comme tu dis, effectivement, ça peut donner des très beaux souvenirs, des très beaux moments. oui. Est-ce que selon toi, on devrait voyager dans des endroits qui vont peut-être venir confronter un peu nos valeurs, ou est-ce qu'on devrait plutôt s'en tenir à des destinations qui sont un peu plus compatibles avec notre mode de vie occidental? J'ai tendance à penser que ça dépend de notre niveau de tolérance. Mais moi, j'aime bien voyager dans des endroits qui vont confronter un peu mes valeurs ou mes façons de voir les choses. Et en même temps, c'est pas parce qu'on visite ce pays-là qu'on doit être d'accord avec tout ce qui se passe, mais comme je disais tout à l'heure, accepter qu'on n'est pas chez nous. Euh, c'est en voyant ce qui se fait ailleurs que des fois, on va alimenter notre réflexion, qu'on va changer nos façons de voir le monde, où on va se rendre compte que oui, on fait les choses d'une façon chez nous, mais que les façons de faire ailleurs sont peut-être pas si mauvaises que ça. Quand on se retrouve en minorité dans un pays où ils ont tendance à, par exemple, à manger d'une certaine façon ou à traiter certains aliments comme des aliments qui sont absolument succulents, alors que nous, on ne les trouve pas extraordinaires, ben, on réalise que la force du nombre parle chez nous, mais chez eux, la réalité est tout autre. Euh, Par exemple, bon, je reviens souvent à l'Inde parce que c'est souvent là qu'on va vivre un choc culturel qui est plus important. Il y a plus de gens, il y a beaucoup de traditions, il y a un nombre important de religions aussi. Euh, mais c'est là où on m'a parlé des mariages forcés, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui, culturellement, pour moi, et bon, je savais que ça existait, mais qui est peut-être un peu plus confrontant. Et de les écouter parler, les écouter comment ils acceptent cette pratique-là. Et ça, on peut parler à des jeunes, là, des gens qui ont 18, 20 ans, qui se préparent pour un mariage arrangé et qui acceptent cette pratique-là et qui sont tout à fait d'accord, ou qui, au contraire, vont remettre cette pratique-là en question. Et ça peut être très important, très confrontant, très intéressant. Et je pense que c'est en brassant ces idées-là qu'on chemine, qu'on change nos façons de penser, qu'on va se conforter dans ce qu'on pense. Par contre, si on pense que c'est trop difficile, ben, on n'est pas obligé d'aller dans ces endroits-là. Donc, c'est comment on va se sentir. Et il y a des questions d'éthique, je dirais, aussi. Je me suis questionné, moi, je me suis interrogé à savoir, est-ce que je dois me rendre en Chine quand on parle des droits et libertés, qu'on pense des combats politiques qui peuvent être menés là-bas, le traitement des journalistes aussi, quand on a une profession qui est peut-être un peu plus à risque dans un pays comme celui-là. Et ça peut nous mettre dans un sentiment d'insécurité. C'est la même chose en Turquie. Les journalistes là-bas ne sont pas nécessairement les bienvenus. Je me suis posé la question, je m'y suis rendu quand même pour voir comment ça se passait. Mais si on est en désaccord avec la façon dont un pays traite ses habitants ou avec les politiques qu'il y a là-bas, ben, ça devient un choix de décider de ne pas y aller, de boycotter ou de juste se conforter avec ce qu'on connaît pour ne pas se mettre dans une position inconfortable. Parce que c'est sûr que passer 2 semaines, 3 semaines, un mois dans un pays où on ne se sent pas bien, ben, ça se peut que ce soit difficile. Mais ça se peut que ça nous fasse cheminer aussi. Mais on peut suivre ses valeurs si c'est ce qu'on sent qui est important. Là, je me pose encore la question pour la Russie également. Je ne suis pas allé en Russie, je me demande est-ce que je dois y aller. La question de la politique là-bas m'interpelle. Alors, je suis un peu en conflit avec moi-même entre l'envie de découvrir cette culture-là et les choix politiques qui s'y font. Je pense qu'au final, ça en revient un peu à dire à quel point est-ce qu'on est prêt à mettre de l'eau dans notre vin. Parce que je suis d'accord, ben,
En fait, il y a deux choses. De un, c'est correct de respecter sa propre courbe d'apprentissage. Donc, son premier voyage, c'est pas obligé d'être justement dans un pays super étonnant comme l'Inde ou le Mali. On peut y aller pour une destination un peu plus facile parce que le choc culturel, en fait, on peut le vivre n'importe où. Hein. Tu peux faire 3 heures de route puis vivre un choc culturel parce que tu es dans un petit village rural au Québec qui va venir te surprendre. Donc, c'est correct aussi de respecter un peu son propre processus de voyageur puis de se dire, ben, je suis peut-être pas prête encore pour cette destination-là. Puis après, c'est de se dire si j'ai envie ou si je dois me rendre, dans le fond, dans une destination qui est peut-être plus confrontante ou c'est ça, où je suis pas en accord avec certaines façons de faire. Est-ce que je suis prête à visiter de manière respectueuse? Parce que comme tu disais plus tôt, on ne visite pas pour éduquer. Sinon, ne serait-ce que s'éduquer soi-même, en fait, mais pas pour éduquer les gens. Donc, ça serait un peu, comment dire, vain de penser qu'on peut aller là-bas et faire changer les choses ou arriver avec notre bagage politique puis dire non, c'est pas correct, les droits des femmes ou la manière dont on traite telle profession. Donc, en fait, de se dire, ben moi, j'ai envie d'aller voir ça de plus près, de voir comment est-ce que vraiment cette réalité-là se vit, parce que parfois, ce qu'on entend parler dans les médias, c'est pas forcément non plus la réalité. Donc, de se dire, ben je vais faire mon travail de recherche, puis je vais aller là-bas, mais de garder en tête, en fait, qu'on va pas là pour changer les choses. Puis, est-ce qu'on va être capable de passer un bon séjour tout en étant confronté et sans créer des situations conflictuelles avec les habitants ou de se mettre dans une position aussi où on va se mettre à risque, donc en venant se prononcer sur telle ou telle situation, en adoptant un comportement inapproprié, est-ce qu'on est en désaccord avec les lois locales, puis à ce moment-là, est-ce qu'on peut mettre sa propre sécurité à risque? Donc, c'est vraiment propre à chacun, où est-ce qu'on en est rendu dans notre propre cheminement, comme tu le disais. Et les sujets qui sont toujours un peu plus à risque, la religion, la politique, être prudent dans ces discussions-là. Évidemment que ça va être confrontant parce que les gens vont peut-être tenir à leur position. C'est bien de poser des questions pour comprendre et je pense que la meilleure approche, si on veut s'aventurer dans ces questions-là, c'est de les poser à des gens avec qui on a déjà établi une connexion et c'est d'y aller avec des questions ouvertes et non des jugements. Donc, c'est d'essayer de comprendre, ah oui, ok, de toi, tu pratiques cette religion-là, est-ce que tu peux m'expliquer comment ça fonctionne? Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi tu crois plutôt que de dire, ah ouais, mais est-ce que tu es certain que ton Dieu existe? Donc, c'est de faire attention dans la façon de formuler les questions et s'assurer que ce soit avec des gens avec qui on a déjà établi un contact parce qu'on ne sait jamais quel niveau de sensibilité on va toucher. Puis forcément, on n'est pas là pour convertir des gens ou les faire changer d'opinion politique. Là. Ce serait un peu utopique de penser qu'on peut changer la position de milliers ou de millions de personnes dans un voyage comme celui-là. Non, mais en effet, ces conversations-là amènent des fois à des beaux apprentissages de part et d'autre. Donc, c'est comme ça qu'on chemine aussi en tant qu'individu et en tant que société en s'interrogeant l'un l'autre. Donc, effectivement, bien choisir ses mots et ses lieux quand, quand on veut avoir un dialogue ouvert et respectueux. Alors, on va passer à la deuxième section qui est au niveau qui s'appelle des bonnes intentions, mais. Donc, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions et les voyageurs, on a parfois les meilleures intentions du monde, mais on fait tous des faux pas à un moment ou à un autre. Donc, la première question que j'aimerais aborder, c'est au niveau du volontourisme, qui est un terme qu'on entend de plus en plus. Et c'est une tendance qui est très grandissante dans le milieu du tourisme. Donc, aller faire du bénévolat à l'étranger, mais c'est pas très bien vu. Il y a une espèce de connotation négative qui entoure ça. Peux-tu nous expliquer un peu en quoi est-ce que c'est comme négatif ces temps-ci? Pourquoi? Ben, je pense qu'on y a vu une manne dans le volontourisme parce que il y a plein de gens qui sont bien intentionnés, qui veulent faire bouger les choses, qui veulent aider dans d'autres pays, à l'étranger, qui veulent se rendre au tiers-monde. Et on a peut-être tous un petit peu l'esprit du sauveur, de se dire, ah, ben, je vais débarquer, je vais les aider à trouver de la nourriture, à creuser un puits, je vais bâtir une école, je vais être dans un orphelinat, aider les enfants qui n'ont pas de famille. Par contre, il y a des gens qui ont profité de cette volonté-là de bien faire et qui ont créé des forfaits ou des agences de voyage qui, finalement, vont nous faire dépenser de l'argent, mais où nos actions ne seront pas nécessairement positives pour la destination où on va se rendre. Et je ne suis pas en train de dire que c'est le cas de tout le monde, de tous les gens qui font du volontourisme, pas du tout. Mais cette image négative-là vient de là. On a vu passer, par exemple, des articles dans la presse, dans le Devoir, où on nous mettait en garde
envers certaines agences, par exemple, où on va nous amener dans des écoles, on va nous faire peinturer un mur, faire une murale, et on se rend compte qu'au bout de 2 semaines, quand on part, on va repeinturer le mur en blanc, et les gens qui vont venir après nous vont repeinturer la même murale ou une murale différente par-dessus. Ça, ce ne sont pas des gestes qui amènent une différence. Euh, il y a eu aussi un article qui a été publié, là, je regarde mes notes, de Laure Broulard sur RFI Afrique, qui s'appelait Un guide pour lutter contre l'ego trip humanitaire. Puis ce qui m'avait marqué, c'était la photo où on voyait quelqu'un qui prenait un selfie avec un Africain qui était dans un lit derrière, un lit d'hôpital derrière. Et il y a des dérives sur les médias sociaux, des gens qui vont peut-être faire une course aux gemmes et qui vont aller se prendre en photo avec des gens qui vivent des vraies situations périlleuses, des vrais problèmes de santé, des vraies crises humanitaires et les touristes vont débarquer là peut-être seulement pour montrer qu'ils ont fait une bonne action alors que finalement, ben, c'est des photos Instagram ou Facebook qu'ils voulaient. Et, et c'est ça qui amène une mauvaise image au volontourisme en ce moment parce qu'il y a de l'abus. Et on paie toujours pour les gens qui abusent dans la vie. Et il faut s'assurer que si on veut aller dans cette voie-là, que le geste qu'on va poser va vraiment faire une différence, qui va vraiment être en accord aussi avec les traditions ou la volonté locale. On ne peut pas débarquer quelque part et dire, bon, ben aujourd'hui, je vais vous construire une école. Il faut que ce soit un besoin réel et il faut que l'école qu'on va construire soit vraiment euh, selon les normes du pays, selon les besoins. Alors, il y a beaucoup, il y a eu, je dis beaucoup, il y a eu des abus et qui ont amené cette réputation-là que peut-être il y a beaucoup de gens qui partent et qui n'ont pas l'impact qu'ils souhaitaient avoir. Oui, puis c'est un abus, en fait, entre guillemets, qui a pris différents niveaux, différentes formes d'ampleur. Parfois, en fait, c'est des contextes qui sont pas vraiment moralement éthiques. Donc, par exemple, il y a beaucoup de tourisme d'orphelinat où on entend parfois dire, en fait, que ça va causer des problèmes psychologiques chez les enfants qu'il y a un roulement de personnel, donc ça crée des problèmes d'attachement, ou même parfois, en fait, que ça devient comme une espèce de business, si on veut. Donc, il y a des faux orphelinats qui ouvrent où les parents vont venir porter leurs enfants pour la journée ou pour la semaine parce que les compagnies savent qu'il y a de l'argent à faire, donc ils vont payer les parents pour avoir leurs enfants. Il y a des sanctuaires d'animaux où les animaux sont super maltraités, donc les organismes de prévention de la cruauté animale s'insurgent contre ces faux refuges-là. Il y a également toute la question, si on veut, des qualifications professionnelles. Est-ce qu'un jeune groupe d'individus, par exemple du secondaire ou même des jeunes adultes qui viennent pour une semaine ou deux peuvent avoir un réel impact en n'étant pas forcément compétent dans un certain milieu. Donc, si on n'a pas de compétences en enseignement, est-ce qu'on est qualifié pour aller enseigner l'anglais à des jeunes dans une école? Est-ce qu'on est qualifié pour bâtir une école ou peu importe que ce soit une maison. Donc, est-ce que ça va mettre les gens locaux en situation à risque ou est-ce que même ça enlève une possibilité de revenu pour eux? Est-ce que ça leur enlève de l'emploi parce que nous, on veut venir faire ça tout en renforçant l'espèce de complexe du sauveur blanc. Donc, c'est pas simple comme question, mais les gens aiment bien l'idée quand même de s'impliquer. Donc, comment est-ce qu'on peut faire si on veut, si quelqu'un veut faire du bénévolat, comment est-ce qu'on peut savoir qu'on va vraiment avoir un impact positif puis que le projet est légitime? Ben, la première étape, je pense que quand on fait du bénévolat, c'est pas pour nous, mais on le fait pour les gens qu'on veut aider. Donc, c'est de voir l'impact qu'on va avoir réellement. Donc, le bénévolat, le volontourisme, le but, c'est d'aider des gens. Est-ce qu'on aide vraiment ces gens-là? C'est la question qu'on peut se poser. Et il existe des organismes qui sont qualifiés pour ça. En tout cas, moi, c'est vers là que je me tournerais. Je dois l'avouer, j'en ai jamais fait parce que je me pose ces questions-là et tu l'as très bien amené, la question de la qualification. C'est une question que je me posais. Bien sûr que j'ai envie d'aller enseigner l'anglais ou le français quelque part, puis je me dis, mais est-ce que j'ai les qualifications pour faire ça et est-ce que ça va avoir un réel impact? Et je voyais un article du Journal de Montréal là, récemment qui, justement, nous recommandait des organismes. On parle du CECI, qui est le Centre d'études et de coopération internationale. On parle de Québec sans frontières ou de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale. Peut-être que ces gens-là vont savoir nous orienter davantage pour qu'on ait un impact sur ce qu'on veut faire et peut-être que les gestes qu'on va poser, ce ne seront pas ceux auxquels on s'attendait. On parlait de l'orphelinat. C'est probablement l'exemple le plus facile
pour bien comprendre, pour bien illustrer cette situation-là, parce qu'il y a des enfants qui, dans certains cas, qui sont dans des réelles situations où ils n'ont pas de parents, où ils souhaitent être adoptés. Dans d'autres cas, on fait semblant que c'est un orphelinat. Alors, on n'a pas un impact qui est réel. Et le but, c'est de ne pas faire les choses à la place des gens qu'on va visiter. Et il y a des occasions ponctuelles aussi qui peuvent se présenter où là, on va sentir qu'il y a vraiment un impact. Je suis arrivé au Pérou, moi, au moment où il y avait des inondations dans le nord du Pérou. Et je me suis rendu compte qu'on était en train de ramasser des denrées pour les envoyer dans le nord du Pérou. Alors là, c'est pas du volontourisme organisé, c'est pas quelque chose pour lequel je me suis enrôlé en partant du Canada, mais en arrivant là-bas, j'ai demandé si je pouvais donner un coup de main. On m'a dit que oui. Et forcément, là, j'ai pas l'impression qu'on importait des voyageurs pour faire de l'argent. J'ai rien payé pour faire ça, on m'a pas payé pour le faire non plus, mais j'ai donné un coup de main. Donc, c'est une autre occasion. Peut-être qu'en se rendant sur place, on peut aller réaliser quels sont les réels besoins et s'impliquer dans des organismes locaux aussi. Oui, c'est vrai, les opportunités spontanées, elles sont là. Puis comme tu dis, des fois, ça ne prend pas la forme qu'on avait imaginée. Moi, j'ai deux exemples qui me viennent en tête. Il y a plusieurs années, j'étais en voyage au Mexique avec une amie. Puis c'était juste après le moment où il y avait eu le gros déversement de pétrole dans le golfe du Mexique. Puis pendant qu'on attendait à Cancun pour reprendre notre avion, il y avait une espèce de clinique qui s'était improvisée où les coiffeurs coupaient et rasaient les cheveux des gens sur place et ramassaient les cheveux parce que dans le fond, il y avait un organisme qui les ramassait parce que ça faisait comme une espèce d'éponge absorbante pour aller absorber le pétrole qui s'était déversé dans le Golfe. Donc, de manière spontanée, là, on a décidé de faire don de nos cheveux pour comme ça, se fait couper les cheveux. C'était pas prévu, c'était pas comme une forme de bénévolat qu'on avait anticipé, mais ça s'est présenté. Ou parfois, on est arrivé une année, quelques années plus tard, il y avait eu un ouragan, ou en tout cas une grosse tempête, puis il y avait beaucoup de déchets qui avaient été ramenés sur une plage qu'on visitait. Donc, de manière spontanée, ce qu'on a fait, on a pris un sac puis on a ramassé des déchets. Donc, c'est pas du volontourisme en tant que tel, mais c'est une manière parfois de se dire ben je suis là, il y a un besoin. C'est pas très glamour de ramasser des déchets sur une plage, mais en même temps, c'est un besoin. Donc, saisir les petites opportunités qui sont là. Une autre chose qu'on entend parfois, c'est que les voyageurs amènent avec eux des cadeaux à offrir. Donc, que ce soit des bonbons pour les enfants dans les pays en voie de développement, des fournitures scolaires ou parfois des produits cosmétiques. Donc, on va se dire, je m'en vais à Cuba, je vais amener du savon, des bas de nylon, des paquets de gomme. Les gens n'ont pas ça. Donc, les gens ont la volonté de donner. C'est pas forcément une bonne chose d'amener des cadeaux comme ça. Pourquoi? Ben, en fait, je dirais que c'est parce qu'on ne veut pas créer un besoin qui n'existe pas au point de départ. Bon, tu donnais l'exemple des bas de nylon. Peut-être que c'est pas un besoin dans le pays où on va d'avoir des bas de nylon. Peut-être qu'on n'avait jamais pensé que c'était nécessaire et peut-être qu'on va créer ce besoin-là. Ces gens-là vont s'attendre à ce qu'on leur en amène la prochaine fois. On ne veut pas créer une dépendance non plus. On ne veut pas que les gens se fient sur les touristes pour leur amener des objets qu'ils pourraient obtenir, fabriquer eux-mêmes. On parle des bonbons. L'exemple qu'on donne le plus souvent, c'est l'accès au dentiste. Est-ce que d'amener des bonbons à des enfants qui, autrement, n'ont pas accès à des aliments sucrés et qui n'ont pas accès nécessairement à une hygiène buccale qui est semblable à celle qu'on a ici, est-ce que c'est une bonne idée de leur imposer ça? Et je pense que de leur amener des objets, ben, peut-être qu'on fait fausse route. Encore une fois, c'est le syndrome du sauveur où on pense qu'on fait une bonne action, mais que finalement, on n'a pas l'impact qu'on souhaitait avoir. Et on ne veut pas apprendre aux gens ou leur montrer que quêter, c'est la meilleure façon de s'approvisionner. Dans les favelas au Brésil, à Rio de Janeiro, il y a des organismes locaux. Ce ne sont pas des touristes qui les ont lancés, ce sont vraiment des Brésiliens qui ont lancé ces organismes-là, où on enseigne aux enfants que de quêter dans les favelas, quand les touristes passent, c'est pas la meilleure façon de faire de l'argent. Si on veut faire de l'argent, il faut offrir un produit, il faut travailler. Donc, on leur montre à cuisiner, par exemple, et à vendre les biscuits, les gâteaux qu'ils vont faire aux touristes. Ou on va leur montrer à développer un talent musical, un talent de danse qui va leur permettre de donner une performance et d'obtenir de l'argent en échange. Donc, au lieu de dire
le touriste me doit quelque chose, je vais tendre la main et il doit me donner de l'argent pour que je puisse manger. Ben, on va développer un talent, on va lui offrir quelque chose et on va développer cette responsabilité-là. Donc, localement, déjà, il y a des organismes qui voient à ce qu'on ne crée pas de dépendance, mais nous, il ne faut pas nécessairement les alimenter non plus. On peut faire des bonnes actions à l'occasion, ça n'empêche pas, mais il faut être prudent de penser qu'on sauve le monde en amenant des objets comme ceux-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si on a un désir de redonner à la communauté? Ben pour moi, je dis que acheter, c'est voter. Si on veut redonner à la communauté, une bonne façon, c'est vraiment de choisir ses produits localement, de peut-être choisir un hôtel qui est tenu par la population locale. C'est peut-être pas toujours possible. C'est sûr que quand on est dans un centre-ville d'une grande ville, c'est moins évident que dans les petits villages, peut-être, mais ça existe. Même chose pour les restaurants. Euh, on peut acheter de l'artisanat local. Aussi, ça, c'est une belle façon d'encourager ce qui se fait et de transmettre la culture. Mais bon, quand on veut acheter de l'artisanat local, on peut aussi se retrouver avec des objets qui ont été fabriqués en Chine. Il faut faire attention. Mais quand on achète directement du producteur, quand on va directement dans l'hôtel, la maison d'hôte qui est tenue par quelqu'un qui vit localement, on injecte de l'argent dans l'économie locale, on aide ces gens-là à vivre plutôt que de redonner de l'argent à des grandes chaînes. Et je me rappelle de travailler dans un hôtel en Colombie où l'employé disait que son salaire d'une semaine ne suffisait même pas à payer le billet de transport que je m'étais acheté pour me rendre dans la ville suivante. Euh, donc, c'est montré que peut-être que dans les grandes chaînes, le salaire n'est pas suffisant, mais que si je paie le même prix directement à un propriétaire qui a ouvert un bed and breakfast, une auberge de jeunesse, ben cet argent-là va faire une grosse différence. Pour moi, c'est plus vers ça qu'il faut aller pour encourager l'économie locale et les initiatives locales que d'arriver avec une valise pleine de produits. Et puis, est-ce que tu as des conseils peut-être pour les gens qui aimeraient s'impliquer ou interagir avec les populations locales, mais qui ne savent peut-être pas comment s'y prendre pour créer un lien avec les gens de la place? Ben, ça, c'en est un bel exemple, d'aller vers les restaurants, les hôtels qui sont tenus par des gens locaux. Vous avez déjà reçu, je pense, des gens de Village Monde qui proposent exactement ce genre d'expérience-là. Quand on va vivre chez l'habitant, ben, ça nous force à entrer en contact avec eux. Là. Sinon, c'est un peu dommage. Pour les plus grandes villes, il y a des applications comme Couchsurfing qui nous permettent de trouver des habitants locaux qui vont nous peut-être accepter de prendre un café avec nous, nous montrer l'endroit. Il y a les Greeters, qui est une organisation qui fait exactement la même chose. Ça existe chez nous à Sherbrooke, mais ça existe dans plusieurs villes en Europe. Les Greeters, ce sont des gens qui bénévolement vont accueillir des touristes dans un champ de spécialisation. Si la passion de ces gens-là, ça peut être le théâtre, ça peut être l'art, ça peut être la nourriture. Ils vont nous montrer les bonnes adresses, les bons endroits. Et souvent, ils vont passer 1 heure, 2 heures avec nous et ils vont répondre à nos questions et ils ont envie de rencontrer des gens parce qu'ils sont volontaires pour ça. Donc ça peut être une façon, euh, entre guillemets, facile parce que ces gens-là se rendent disponibles. Sinon, pour entrer en contact avec la population locale, les exemples qu'on donnait tout à l'heure, le transport local, ça peut être une bonne occasion. Et il y a plusieurs pays où quand on va voir qu'on est différent, on va d'emblée nous inviter à participer à des activités. C'est bien d'être prudent. C'est bien aussi d'accepter de participer à certaines activités. Donc, on y va avec son instinct, son jugement aussi pour ne pas se mettre dans des situations problématiques. Mais généralement, si on nous invite à jouer au soccer dans la rue avec des enfants dans un autre pays, ben il n'y a pas vraiment de danger. Ça entraîne la conversation, ça entraîne des connexions avec les gens. Donc, ça se fait généralement naturellement quand on s'implique un petit peu dans ce que la population locale fait et qu'on sort peut-être là, du resort ou du marché à Gugus fait en Chine, disons, là, si j'utilise des clichés. Oui, c'est ça. Donc, de pas avoir peur d'aller vers les gens, de faire un compliment. Ou si on va dans un restaurant local, ben de complimenter la qualité de la nourriture, de- d'aller dans les farmers market, donc les petits marchés, pour rencontrer directement les producteurs ou les artisans. Puis un sourire aussi, ça fait beaucoup de chemin. Et de ne pas hésiter à poser des questions. Parfois, euh, on va hésiter, j'étais un peu réticent parfois à poser des questions sur la culture locale et je me suis rendu compte que les gens qui le font souvent sont bien accueillis. Tout est dans la façon de le faire, mais bien sûr que je parlais d'Israël tout à l'heure.
dépendamment de comment on est reçu, on peut demander pourquoi, c'est quoi la signification du chapeau que vous portez, c'est quoi la signification de tel geste que vous posez. Si on sent qu'il y a une réception, si on sent que les gens nous sourient, qu'ils ont l'air ouverts à nous parler, ça peut être une façon d'entamer une conversation et de montrer qu'on a de l'intérêt envers les traditions locales. Oui. Alors, on passe à la troisième section de l'entrevue. Être ou ne pas être un touriste, telle est la question. Donc, nous, les voyageurs, parfois, on a tendance à vouloir se dire, oh non, moi, je suis pas un touriste, je suis un voyageur. Donc, on crée comme une espèce de différenciation entre les différentes formes de visiteurs. C'est presque comme si parfois le mot touriste est rendu avec une connotation négative aussi. Donc, c'est un peu ça qu'on va aborder dans cette dernière portion-là de l'entrevue. Donc, tout d'abord, j'aimerais qu'on parle un peu des bateaux de croisière, des tournelisés. Donc, c'est pas toujours bien vu par les populations locales quand il y a des hordes de touristes qui voyagent ensemble. Alors, pourquoi est-ce que les gros groupes ont tendance à être plus dérangeants pour les habitants? Ben, c'est l'effet du nombre. D'avoir beaucoup de gens qui débarquent en même temps, souvent on va s'adapter à leurs besoins parce qu'ils sont nombreux. L'offre et la demande, là, c'est un principe euh, reconnu. S'il y a beaucoup de gens qui arrivent pour 2 heures, 3 heures, on va vouloir leur faire tout visiter rapidement. Donc, il peut y avoir de la congestion dans certaines rues, il peut y avoir des restaurants qui sont pris d'assaut. Et peut-être que quand on est là de passage seulement, on va être moins sensible au bruit qu'on va faire ou aux traditions locales, justement parce qu'on est là 2, 3 heures, on se dit, bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir dire bonjour, merci dans la langue locale si je suis là 2 ou 3 heures, et genre un guide qui va me guider, donc je me laisse aller puis je fais pas attention à ce qu'il y a autour de moi. Ça peut être une des raisons. Ça ne veut pas dire que tout le monde qui voyage en groupe est comme ça, loin de là, mais c'est le poids du groupe qui peut être un problème. On l'a vu à Venise, par exemple, où les gens là, qui vivent à Venise se disent exaspérés de voir autant de gens débarquer. Et ce qu'on m'a dit aussi, c'est que de plus en plus, les restaurants qui se trouvent dans les endroits stratégiques de Venise se sont adaptés à la clientèle, aux touristes qui veulent peut-être manger comme chez eux, ce qui fait qu'on va peut-être voir pousser des McDonald's, des Starbucks, ce qui n'est pas mauvais en soi jusqu'à un certain point, mais si on a de la difficulté à trouver des restaurants italiens à Venise, et là j'extrapole, j'exagère, mais si on a de la difficulté à trouver un restaurant italien à Venise, ça peut devenir un problème. Et je lisais récemment qu'à Dubrovnik, ça devient un problème aussi avec l'attrait de Game of Thrones, qui est une série qui est tellement populaire. Les gens veulent aller voir où ça a été tourné, veulent voir les royaumes de Game of Thrones, ce qui fait que la vieille ville de Dubrovnik est prise d'assaut. Mais moi, quand je suis allé, c'était difficile de se promener dans le jour et le soir, c'était complètement vide parce que les bateaux de croisière étaient repartis. Donc, c'est de créer cette vague-là d'un seul coup d'envahissement et ensuite elle se retire. Donc, il y a de l'argent qui se dépense, mais il n'y a pas de réel intérêt peut-être pour la culture et de prendre le temps de découvrir ce que cette ville-là représente vraiment. Et peut-être que vous en avez un avant-goût si vous habitez à Montréal sur la rue Sainte-Catherine, près du quartier des spectacles ou à Québec sur la Grande Allée. Pendant le carnaval, quand les gens passent à toute heure du jour et de la nuit avec leur flûte de carnaval là, et qu'on habite sur la Grande Allée, ça se peut que ce soit un peu dérangeant. Et c'est parce que les touristes, ben, ils sont là pour avoir du plaisir, ils ne sont pas là pour réaliser qu'il y a peut-être des gens qui vivent dans le quartier. Et tu le dis, c'est un peu paradoxal. On est tous des touristes, mais on dénonce tous un peu le tourisme parce qu'on se dit ben ça détruit la réalité d'un quartier, ça détruit la nature, mais si on voyage pas, ben on peut pas constater ces événements-là, on peut pas voir ce qui se fait ailleurs et on peut pas le dénoncer ou apporter des modifications à nos comportements. Donc c'est l'œuf ou la poule, qu'est-ce qu'on devrait faire pour continuer d'apprécier ce qui se fait ailleurs, mais ne pas le changer ou ne pas l'exterminer jusqu'à un certain point. Mhm. Donc, est-ce que tu penses, selon toi, qu'on devrait plutôt essayer de se fondre dans la masse ou accepter le fait qu'on est un touriste, puis peut-être aller jouer un peu sur les clichés du tourisme? Ben, jusqu'à un certain point, je pense que quand on est touriste, il faut assumer notre statut de touriste, de visiteur. On n'est pas de la population locale. On ne peut pas confondre personne. Là. On peut bien se promener. Moi, c'est ce que je me disais. Là, à Shanghai, je me promenais avec mon capuchon pour essayer de cacher que j'étais un touriste. Mais
à 3 kilomètres à la ronde, on me voyait venir, là, on voyait que j'étais un touriste dans la façon dont je marchais, la façon dont je regardais autour de moi. Donc, on ne peut pas s'y cacher. Puis c'est sûr que quand on arrive à Paris, on veut voir la Tour Eiffel, on veut prendre des photos. Ça peut être une belle façon de se familiariser avec le quartier que de faire des tours guidés où ça va être très évident qu'on est des touristes. Par contre, une fois ça fait ou ça dit, c'est bien d'assumer qu'on est touriste, c'est bien aussi de passer plus inaperçu. C'est là qu'on va avoir des contacts plus réels avec la population. C'est là aussi qu'on va peut-être s'éloigner de cette espèce de harcèlement qu'on peut vivre de la part de vendeurs de rue. On va être moins pris pour cible par les pickpockets, par exemple. Je l'ai testé là, récemment au centre-ville de Valparaiso, au Chili, où je me promenais avec mon appareil photo pour faire toutes sortes de photos. Et là, tout le monde m'arrêtait dans la rue pour me dire « Viens manger dans mon restaurant, viens manger dans mon restaurant ». Et c'était très, très, très évident que j'étais un touriste. Je suis repassé dans la même rue un peu plus tard, sans mon appareil photo, sans mon sac à dos. Et là, en sachant où je m'en allais, parce que j'étais déjà passé par là. Et j'ai vu les mêmes gens qui, normalement, nous incitent à aller dans leur commerce. Et il n'y a personne qui m'a adressé la parole. J'avais l'air de savoir où j'allais. Et je n'exhibais pas tout plein d'objets qui sont traditionnellement ceux des touristes. Donc, je pouvais me promener de façon beaucoup plus incognito et apprécier beaucoup plus ce que je voyais parce qu'il n'y a pas toujours quelqu'un qui venait me voir. On va le vivre en Inde, là, c'est sûr que c'est évident qu'on est touriste quand on est en Inde. Et à peu près aux 15 secondes, dans les endroits très, très achalandés par les touristes, on va venir nous offrir d'acheter des produits. Alors, on ne peut pas dire je vais m'asseoir ici et je vais regarder le paysage, je vais regarder les gens marcher, je vais essayer de comprendre comment les gens vivent. C'est impossible. Il y a toujours quelqu'un qui nous parle, qui veut nous offrir quelque chose à acheter, qui veut nous amener dans son restaurant, dans son magasin. Alors, ça vient teinter notre expérience aussi de démontrer qu'on est un touriste. Alors, moi, je suis un partisan de l'équilibre entre les deux, d'accepter qu'on est un touriste, d'accepter qu'on veut voir des attraits touristiques, qu'on est là pour ça, qu'on veut se prendre en photo devant la Tour Eiffel, mais aussi de prendre des moments où on va se fondre à la masse et on va accepter de vivre un peu comme la population locale. Donc, on aura le meilleur des deux mondes à ce moment-là. Oui. Alors, autant il y a des gens qui sont en quête de la photo Instagram que tout le monde a vu des centaines de fois sur Instagram, autant il y a d'autres gens qui sont plutôt en quête d'authenticité. Donc, qui veulent vraiment aller dans les petits endroits qui sont vraiment fréquentés par la population locale. Est-ce que nous, de s'immiscer en tant que voyageurs dans cette petite réalité locale-là, est-ce que ça peut pas venir embêter un peu les gens de la place et peut-être venir ternir un peu justement les trésors cachés à la longue? Ben, ça peut, puis c'est de là le mot respect, c'est que si on veut pardon, aller vivre dans un quartier qui n'est pas un quartier touristique, si on va aller manger dans un restaurant qui n'est pas un restaurant touristique, ben, c'est peut-être la moindre des choses de faire attention à ses agissements et à comment on va interagir avec la population locale. L'expression je voyage en dehors des sentiers battus, moi, je deviens bleu quand j'entends cette expression-là parce que tout le monde dit que son type de voyage est hors des sentiers battus. Ben, je m'excuse, mais si je mets une photo sur Instagram d'un endroit qui est hyper secret, tout le monde va vouloir y aller. Là, on pense au Stairways to Heaven à Hawaï, là, cette espèce d'escalier qui monte en haut d'une montagne et qui donne des vues incroyables. L'accès à ces escaliers-là sont interdits parce que, si je ne me trompe pas, c'est pas super bien entretenu, ça peut être dangereux. Mais le fait d'avoir ces photos-là sur Instagram, tout le monde veut y aller. Donc, si on dévoile tous ces secrets-là publiquement, c'est sûr que les gens vont vouloir y aller et tout le monde n'a pas la même notion de respect de ces endroits-là. Alors, de dire on va inviter les gens dans les sentiers qui sont moins battus, c'est un peu une chimère, c'est un peu une façon de mentir et de dire ben, c'est pas vrai que c'est des sentiers qui sont pas battus si on invite tout le monde à y aller. Par contre, si on se fond à la masse, on peut peut-être voir la vie locale et on n'a pas besoin nécessairement de s'exprimer comme touriste ou de faire plein de photos Instagram. Je sais que c'est une crainte qu'ils ont en ce moment au Japon, à Tokyo, avec les Olympiques. Euh, dans la préparation des Olympiques, ça a été énoncé que l'offre d'hébergement ne sera peut-être pas suffisante pour accueillir les visiteurs et que le Airbnb va peut-être prendre de plus en plus d'espace. Et là, on craint pour la quiétude des résidents des quartiers, on craint pour
les déchets aussi. Il y a une façon spécifique, des jours pour ramasser les déchets. Mais si on passe des semaines à accueillir des touristes qui ne savent pas et qui vont laisser les déchets s'accumuler dans une société qui est fière comme celle des Japonais à Tokyo, on craint ce genre de problème-là. Alors moi, j'ai tendance à dire, ne nous empêchons pas d'y aller, ne nous empêchons pas de le faire, mais montrons un respect pour les gens qui sont autour de nous. On s'attend à ce qu'on fasse des folies peut-être quand on prend ces espèces de tours guidés-là en minibus ou en espèce de vélo à 28, là, où on vend de l'alcool et on met de la musique et on nous fait crier. On s'attend à ça de ce genre d'attraction-là. Mais quand on va vivre dans le quartier résidentiel, on s'attend à ce qu'on respecte aussi les normes sociales de ce quartier-là. Tout à Mais fait. découvrons-les parce que les bons restaurants de ces quartiers-là sont souvent moins chers et meilleurs que les restaurants qui sont désignés pour les touristes dans les centres-villes. Oui, et faisons preuve de prudence avec qui on partage nos secrets. Donc, il y a toutes sortes de formes de voyage. Donc, il y en a qui voyagent dans les tout inclus, il y en a qui voyagent en sac à dos, il y en a qui prennent des tours guidés, il y en a qui voyagent en groupe, en amis, en couple, seul. Est-ce qu'il y a des avantages ou des inconvénients à ces différentes formes d'expérience-là? Est-ce qu'il y en a une qui te plaît à toi plus qu'une autre? La forme qui me plaît le plus, à moi, c'est le voyage solo. Euh, Parce que j'ai pas besoin de faire de compromis, parce que je fais ce qui me tente quand je veux. Et quand j'ai envie de m'attarder quelque part, je m'y attarde et ça nuit pas au cheminement de personnes. Et ça me permet de rencontrer des gens aussi. Je pense que quand on est en groupe, on va socialiser avec le groupe avec lequel on voyage plus qu'avec les gens de l'extérieur. Et c'est normal. Quand je voyage tout seul, j'ai moins envie de m'adresser peut-être à un groupe de 40 personnes. Je me dis qu'ils ont déjà leur bulle, leur espace social à eux. Alors, je pense que chaque façon de voyager a ses avantages et ses inconvénients. Et il faut y aller avec ce avec quoi on est à l'aise. Je recommande à tout le monde de faire un voyage solo éventuellement parce qu'on se découvre, parce qu'on se confronte aussi. On est obligé de prendre des décisions, on est obligé de se débrouiller dans des situations plus difficiles et on y arrive tout le temps. On est là, toi et moi, on est encore là, on est encore, on voyage encore. Donc, c'est parce qu'on est capable de le faire. Et ça nous donne du temps pour réfléchir, pour assimiler ce qu'on vit. Par contre, si on n'est pas à l'aise, c'est peut-être pas la meilleure chose de commencer avec ce genre de voyage-là. Donc, de voyager à deux ou en petit groupe, ça peut amener des frictions, ça peut amener des compromis qui sont nécessaires, mais avoir plus de gens qui vont interagir, qui vont voir des choses qu'on verra peut-être pas, ça peut nous amener ailleurs aussi. Et on peut partager notre expérience avec des gens voyageant en couple, avec des amis. C'est sûr qu'on partage chacun des beaux moments. Et quand on revient, c'est agréable aussi de se remémorer ces moments-là avec les gens avec qui on a voyagé. Donc, il y a des avantages à voyager avec des amis. Et l'avantage de voyager en groupe, c'est souvent parce que c'est organisé pour nous. Quand on ajoute un voyage à 10, à 12, il y a quelqu'un qui va prendre le lead, qui va prendre la pole position, qui va organiser ce voyage-là, qui va nous diriger. Et on a peut-être moins de stress. Il va toujours y avoir quelqu'un qui va penser un peu pour nous oublie pas ton passeport, l'autobus passe à 8 heures demain matin, on se rejoint dans l'entrée de l'hôtel. Donc, il y a des avantages à ça aussi. Et à voyager en groupe, souvent le plus gros avantage, c'est aussi de couper les coûts. C'est aussi de se dire, si on doit prendre un taxi, un autobus, manger au restaurant, par contre, on va partager le repas, ça va nous coûter moins cher que d'embaucher un chauffeur tout seul pour une voiture qui va être trop grande pour nous de toute façon. Toutes les façons de voyager sont bonnes. Je recommande d'essayer le voyage solo un jour quand on est prêt. Mais il y a des avantages et des inconvénients à tout. Oui, puis il n'y a pas de façon qui est meilleure qu'une autre. Il y en a qui vont porter un jugement sur les tout inclus. Il y en a qui vont se dire, ah, moi, je voyagerai jamais seul ou j'irai jamais chez l'habitant. Donc, en fait, c'est de pas se dire qu'il y a une façon qui est mieux qu'une autre, de peut-être toutes les essayer pour trouver son style de voyage à soi, puis c'est ça, de pas être dans le jugement. Et le mot essayer est intéressant parce que on peut avoir une façon de voyager qui est plus confortable pour nous, mais de se donner une journée peut-être pour essayer autre chose. Des fois, on va découvrir, des fois, on va se rendre compte qu'on n'aime pas ça, mais ça va nous avoir fait vivre quelque chose. Et c'est ça qui va nous faire avancer, nous faire cheminer. Donc, d'essayer, parfois de sortir du chemin qu'on s'est tracé. Je disais que j'aime bien voyager seul, mais parfois je voyage avec des gens et
même le groupe organisé, c'est une façon parfois d'aller là où j'aurais pas accès parce que ces groupes-là ont des privilèges qu'on n'a pas quand on est seul. Donc, d'essayer, des fois, ça nous amène ailleurs. Oui, oui. Puis c'est ça. Si on voyage pour découvrir une culture, ben c'est sûr que de voyager avec d'autres gens ou de voyager seul, ben, ça nous permet aussi d'en apprendre, pas juste sur les autres, mais sur nous aussi. Donc, notre façon d'interagir avec les membres du groupe, la personne avec qui on voyage, si on voyage avec son chum, avec sa meilleure amie, un partenaire de voyage, parfois on pense qu'on le connaît, puis une fois qu'on est sur place, on se rend compte que c'est pas la même chose. Hein? Un partenaire de vie au Québec, un partenaire de vie à l'étranger, la dynamique est complètement différente. La personne qu'on pense être à la maison est pas forcément la même à l'étranger non plus. Donc, quand on est seul, on se dit ah finalement, j'en ai, je suis plus solide que je pensais, ou ah non, c'est plus difficile que j'anticipais interagir avec les gens. Donc, c'est intéressant aussi cet aspect-là du voyage, d'en apprendre sur soi-même, sur notre façon d'entrer en contact avec les gens. Et on a le droit de pas aimer ça, hein, parce que on arrive quelque part et des fois on se sent pas bien. Et on se dit, mais pourtant je devrais aimer ça. Et là on se sent coupable et on passe 2, 3 jours à se demander, ben j'ai réservé mon voyage pour être dans cette ville-là, mais j'aime pas ça. Ben donnons-nous le droit de changer, d'aller ailleurs, de changer le planning qu'on avait fait pour peut-être se mettre dans une position plus confortable. Ça arrive qu'on se trompe, ça fait partie de l'expérience. Oui, tout à fait. Donc, on va ramener Marie-Gilles dans l'équation. Marie-Gilles, est-ce que tu as une question pour Jonathan avant de clore la session? Oui, Jonathan, quels seraient tes trucs ou tes conseils pour aider les voyageurs à bien se préparer pour leur aventure? Bon, il y a des trucs, il y en a plusieurs. Tout à l'heure, on parlait de s'informer, c'est souvent la clé. Pour être bien préparé, il y a des questions de base qu'il faut se poser, des questions techniques. Est-ce que j'ai besoin d'un visa là, à l'endroit où je vais voyager? Si j'ai besoin d'un visa, est-ce que je dois l'avoir longtemps d'avance? Des fois, c'est long, le processus. Des fois, ça se fait en ligne en 24 heures. Donc, ça, c'est une des questions essentielles pour être, pouvoir entrer dans le pays où on veut aller. Est-ce qu'il y a des exigences de sortie? Est-ce que je dois avoir un billet qui prouve que je vais sortir du pays pour pouvoir entrer? Ou est-ce qu'il y a une durée limitée à mon séjour pour pas que je me fasse prendre et que je prévois un voyage qui est trop long pour la durée où j'ai le droit d'être dans ce pays-là? Sinon, de s'informer sur les dangers, entre guillemets, dans un pays. Il y a peut-être des zones qui sont moins recommandables, des quartiers où il ne faut pas aller la nuit, ou carrément des zones où on a plus de pickpockets. Ou peut-être que dans un pays X, Y, prendre le métro, c'est la meilleure option, peut-être que ça ne l'est pas. Donc, ces détails-là sont souvent ce qui vont nous sécuriser pour passer un meilleur moment. Et on parlait d'informations sur la culture. Est-ce qu'il y a des gestes que je dois poser? Est-ce que c'est bien d'enlacer ma copine ou mon copain dans un endroit public? Est-ce que c'est bien que je porte des vêtements courts pour contrer la chaleur alors que c'est peut-être pas accepté dans ce pays-là? C'est des informations qui sont assez faciles à trouver en général, soit sur le site du gouvernement du Canada, où on va trouver les exigences d'entrée et de sortie d'un pays, les risques pour la sécurité. Donc ça, c'est un endroit, une chose qui est importante. On peut aussi s'informer, est-ce que j'ai besoin d'amener de l'argent liquide ou est-ce que je vais trouver des guichets automatiques facilement à destination? Est-ce que je dois faire mon change avant de partir ou c'est facile d'en trouver là-bas? Donc ça aussi, c'est une information qui peut être intéressante. Et est-ce que les journées fériées, des journées où les musées sont fermés, par exemple, je me suis déjà fait prendre, moi, en arrivant au Japon, alors qu'il y avait 3 jours dans la semaine qui étaient fériés, et là, tous les hôtels étaient pleins, et je n'avais pas prévu ça du tout. Alors, je me suis débrouillé la dernière minute à changer mon itinéraire, à me trouver un endroit où dormir. Donc, si on s'informe, on ne se trouve pas devant ce genre de situation-là à l'avance. Et l'autre conseil que je peux donner pour être bien préparé, mais c'est souvent de se faire des listes. Au fur et à mesure qu'on pense qu'est-ce que je dois apporter comme objet, qu'est-ce que j'ai envie de visiter. Si on ne se fait pas un horaire qui est très, très serré, mais qu'on se fait une liste de 4 ou 5 endroits qu'on veut voir, ben ça nous aide à avoir de la flexibilité. Peut-être, on s'est dit, je vais aller visiter un site qui est extérieur, mais il pleut, je vais aller voir ma liste. Qu'est-ce qui est à l'intérieur? Je peux changer. Donc, ça nous donne des repères plus rapidement. Puis d'avoir une liste sur ce qu'on doit mettre dans ses bagages, ça nous évite d'avoir à stresser à chaque fois en se rendant à l'aéroport et en se disant qu'est-ce que j'ai oublié dans mes bagages. Ben, on a une liste qui est prête et si on oublie quelque chose, on le rajoute sur la liste pour la fois d'après. Alors, on se sauve du temps de planification dans ce temps-là.
Oui, et d'ailleurs, sur le site de la FTJ, on a une liste, si vous voulez, de ce qui est bon à apporter en voyage. Donc, ça aide. Vous pouvez cocher au fur et à mesure. Moi, un de mes trucs aussi, comme un peu dans la même veine que ce que tu disais, j'aime bien réserver, je me fais des listes justement des attractions qui m'intéressent, des quartiers que je veux visiter. J'aime bien réserver peut-être mes 2 premières nuits dans un pays, mais après, habituellement, à moins que ce soit en haute saison, ben déjà de ne pas voyager en haute saison, c'est un excellent truc, mais j'essaie de pas faire de réservation trop en avance, oui, c'est ça, pour me donner justement l'opportunité d'adapter mon voyage. Parfois, justement, ça peut être les conditions météorologiques qui nous forcent à changer notre itinéraire. Parfois, on se rend compte qu'on a un coup de cœur pour une ville, on a envie de rester plus longtemps, et en parlant avec les gens de la place, en parlant avec les voyageurs qui sont dans notre auberge, ben, des fois, on se rend compte que ce qu'on avait prévu, c'est peut-être pas le meilleur itinéraire, puis qu'il y a une autre activité qu'on a envie de faire. Donc, se laisser place à la spontanéité en ne réservant pas tout en avance, c'est également quelque chose qui peut venir agrémenter un voyage. Donc, toi, Marie-Gilles, est-ce que tu as un petit truc personnel à donner avant de clore la session? Oui, ben moi, une erreur que j'ai déjà faite, c'est de surestimer les choses que j'ai le temps de faire dans un voyage. Donc, puis ça fait qu'on est stressé, on n'est pas reposé non plus, puis on vit tout vraiment rapidement. Donc, si j'ai un truc, c'est de planifier moins pour se donner vraiment le temps de les vivre correctement. Puis si on a le temps de faire autre chose, ben à ce moment-là, comme vous disiez tous les deux, jaser avec la communauté locale pour trouver des idées, mais vraiment comme en mettre moins que trop pour commencer, puis s'ajuster après. Oui, surtout si on va dans un pays où il y a un fort décalage horaire, ne pas trop condenser les premiers jours à l'arrivée, ça peut venir faire une différence dans notre niveau d'énergie. Alors, voilà, c'est tout pour la session d'aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez trouvé ça informatif. Vous avez nos contacts, donc le site internet de la FTJ, le site internet des auberges de jeunesse HI Canada. Et puis, le lien vers la page Facebook de Jonathan où vous pouvez avoir accès à son site, à toutes les chroniques qu'il publie. Donc, n'hésitez pas vraiment à visiter nos sites et à nous contacter si vous avez des questions, si vous avez des commentaires sur la session, sur notre travail, quoi que ce soit. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. C'était très apprécié. Merci. De rien. Et je vous dis à la prochaine. Et encore une fois, bon voyage, bon préparatif.